Salut aux auditeurs, aux auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes. Nous allons avoir aujourd'hui une émission encore spéciale parce que nous allons parler de la République dominicaine et d'Haïti, bien sûr. Comme vous savez, les Dominicains qui ont eu cette année toutes leurs élections municipales, législatives et présidentielles, nous avons déjà traversé frontières pour nous faire déjà 2 émissions. Et il y aura 16 août là, fait passation de pouvoir là, une passation en transition qui est tranquille et qui est extrêmement intéressante. Nous avons 2 invités. Nous allons d'abord rendre à Santo Domingo avec M. Edwin Paraison, qui est directeur exécutif Fondation Zile. M. Compaquet l'autre titre, mais nous allons concentrer sur ça parce que nous allons regarder l'aspect social et nous allons développer l'aspect économique là, avec le professeur Harold Pierre. Edwin Paraison, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour nous faire un petit bas de bouche sur les affaires dominicaines. Je ne sais pas qu'il y a un pile haïtien contre Dominicain qui bien passé. Est-ce que c'est Dominicain ou bien haïtien ou Dominicano-haïtien pour nous? Eh bien, bon, nous saluons mon cher ami Kessler, c'est un plaisir partagé pour avec vous encore une fois. Eh bien, non, je suis haïtien. L'homme comme ça. Je me change de nationalité. Oui, malgré installer l'autre bois, il faut gosser travail pour nous l'autre bois, tout pour capable connecter l'autre bois avec Haïti. Combien d'Haïtiens qui gagnent à peu près? Combien estimez le nombre d'Haïtiens en République dominicaine? Très bien. Bon, il y a 2 enquêtes que aurait les ENI, enquête nationale sur les immigrants. Première a été faite en 2012 et deuxième a été faite en 2017. Son gros travail est financé par la communauté internationale à travers du FNOAP et qui était gagné comme contrepartie dominicaine le Bureau des statistiques dominicains qui est les ONE. Donc, selon résultat enquête SAIO, nous pouvons dépasser 500 000. La dernière enquête de 2017, estimé la communauté haïtienne, la communauté migrante, à 497-498 000 personnes. Donc, il faut qu'on arrive à 500 000. Alors, de toute façon, il faut tenir compte que cette enquête a été effectuée en 2017 et puis il y a 3 ans qui passaient déjà. Donc, il y a le groupe des migrants et il y a le groupe des Dominicains d'origine haïtienne. Donc, là, nous mettons tous les 2 groupes ça ensemble, eh bien, il n'est pas arrivé 800 000 selon les statistiques et données résultats de l'enquête nationale sur les immigrants. Donc, la communauté haïtienne en République dominicaine a dit qu'il continuait en pleine croissance. Mais de toute façon, on a essayé de calculer le nombre de monde qui est présent. Et dans la communauté, il fait toujours tenir compte des déportations aussi qui s'effectuent. Et déportations qui viennent pour et soit avec des gens qui sont en situation irrégulière, soit avec des gens qui simplement traversent les frontières là et puis refoulés vers Haïti. Et dernier recensement, mettez à peu près 10,5 millions d'habitants en République dominicaine. Si nous dépassons 500 000 dans tout, donc si que c'est pour nous là, c'est assez important quand même, nous peser quand même en dedans espace qui vraiment est plus gros que pas nous, mais quand même nous avons notre bois. Et est-ce que vous-même qui êtes très intéressé à l'aspect social là, nous divisons tout, même j'en gagne toute strate sociale en Haïti, je suppose qu'il y a une République dominicaine, il y a des professionnels intellectuels, nous avons une classe moyenne qui traverse tout, étudiants, et groupe qui est intéressé, on travaille en pile avec eux, dit que les gens qui sont pauvres, haïtiens, pauvres en République dominicaine, qui travaillent dans la bataille. Est-ce que ça, je me dis là, il concerne la République dominicaine tout? En effet. Et ça, lui-même, indique qu'il y a une évolution qui fait la donne pendant les 30-40 dernières années. Parce que la référence principale que, ou bien, Andy, dans l'imaginaire dominicain, depuis on parlait de haïtiens, eh bien, il y a coupeur de canne, et en premier lieu. Effectivement, nous avons une forte migration et qui était en majorité des travailleurs agricoles et des gens qui étaient venus soit sous contrat et contractés passés et entre dictatures Trujillo, à partir de 1952, il y a aussi un premier contrat avec Paul Magloire. Et ensuite, nous venons pendant la dictature de Duvalier, nous avons tout contrat qui était continué jusqu'à la chute de la dictature duvalieriste en 1986. Et donc, à pile le monde était dans la tête en République dominicaine. Haïti sont grands chacun, côté tout le monde, c'est coupeur de canne. Même quand nous avons des préjugés par rapport à la République dominicaine. Donc, et la communauté haïtienne, pendant les 30 dernières années, eh bien, nous avons une présence importante d'étudiants universitaires. La République dominicaine s'est convertie en une destination académique pour Haïti, vu que nous pas gagné en termes d'accueil et au niveau des études supérieures, nous pas gagné assez logistique, nous pas gagné assez d'universités.
et nous venons tout, et le fait par l'instabilité politique en Haïti, eh bien, viennent des familles entrepreneuriales haïtiennes qui décident d'établir en République dominicaine, donc, ou en classe d'affaires haïtienne, et où gagnent tous des investisseurs. Hein, ce n'est pas des gens qui établissent, mais de toute façon, ils ont fait des investissements importants et en République dominicaine. Et bien sûr, en pile de gens qui deviennent jeunes, qui deviennent pour étudier, ils ont été en République dominicaine, donc ils viennent constituer un secteur de professionnels haïtiens et qui travaillent dans différents domaines. Et à côté de cela, nous avons gagné tout en sorte de croissance de la présence d'artistes peintres haïtiens. Donc, faut qu'au moins, il y a une vingtaine, une trentaine de peintres haïtiens qui établis, qui étaient en République dominicaine. Et ça, il était pour voir avec l'essor du tourisme. Parce qu'à un certain moment, l'arrivée sur le Malecón de Santo Domingo, ou bien l'arrivée dans les pôles touristiques, tant que Punta Cana, Samana ou Boca Chica, eh bien, le premier bagage qui attire l'attention touristes européens, touristes nord-américains, c'est les peintures haïtiennes, c'est la peinture naïve. Donc, il y a probablement une quinzaine d'années, eh bien, c'est un bagage côté web pratiquement de tous côtés, et particulièrement dans la zone touristique. Donc, et ça, on n'a jamais baissé, parce que on dit que artistes peintres, eh bien, ils viennent gagner des shops, et ils ont plus exposé peinture en un shop qu'en pleine rue, mais de toute façon, vous venez quand même. Donc, la communauté haïtienne, son communauté, et comme les autres communautés d'Amérique du Nord ou de l'Europe, et simplement, la vivre dans un contexte est très, très différent, côté que l'intégration politique, pour le moins, est extrêmement difficile. Donc, tu as une base là, nous avons vu tout à l'heure, et surtout les gens qui travaillent dans le bâtiment, brassé rossio. Donc, on estime que la classe moyenne qui a élargi de plus en plus. À combien estimez à peu près? Bon, premièrement, à nous, coupeur de cagnon. Coupeur de cagnon, actuellement, vu le changement du modèle économique en République dominicaine depuis le début, au milieu des années 80, et donc la production du sucre, ou bien le sucre en tant que produit, il n'a joué le même rôle que le gagné dans l'économie dominicaine il y a une cinquantaine d'années. Et donc la présence des coupeurs de canne est réduite maintenant à autour de 5 à 6 000 pour les différentes usines sucrières qui continuent de travailler. Donc là, pour venir non seulement en classe moyenne haïtienne, et qui après fait études établies, mais gagner des gens qui directement de la classe moyenne haïtienne qui sortit et en Haïti, la Caïnou, et ils viennent établir en République dominicaine. Donc, sur les près de 500 000 immigrants que ont estimés à travers de l'enquête nationale sur les immigrants, en 2017, et probablement au gagné en classe moyenne qui allait au-delà de 50 000, de 60 000. Donc, une dynamique sociale qu'on peut expliquer nous là, puisque la structure économique dominicaine a changé, les sorties de sucre là, ils font notre activité, et classe moyenne qui prend les cap travailler dans ça, mais on est capable de dire, ils ne pas travailler dans le sucre là, mais on connaît qu'ils utilisent la construction et également la production agricole, ce que parfois les Dominicains ne peuvent pas faire, lui-même tout. Totalement d'accord, totalement d'accord. Maintenant, du secteur sucrier, et il est passé, on dit, à un plus large secteur agro-industriel, de façon beaucoup plus large, beaucoup plus large. Et donc, toute la production agro-industrielle de la République dominicaine, eh bien, dépend en grande partie de l'usage intensif de la main-d'œuvre haïtienne. Nous sommes vivus là pendant la quarantaine, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous sommes en situation d'état d'urgence. Mais le pays intégralement l'autre, eh bien, les Haïtiens, nos compatriotes et travailleurs agricoles, ils étaient en première ligne en ce qui a trait à la production alimentaire et la distribution de produits alimentaires dans les différents supermarchés pour que la population dominicaine ait qu'à continuer à alimenter. Donc, en grande partie, et cette présence haïtienne, incontournable d'ailleurs, c'est comme la présence des Mexicains aux États-Unis. Donc, une présence d'ouvriers haïtiens incontournable pour l'agro-industrie dominicaine, incontournable aussi
et dans la construction, même t'avais expliqué que présent ça et il portait une contribution énorme pendant cette période aussi difficile que la République dominicaine a vécu à cause de la pandémie. Donc, en effet, pour la construction, selon les dirigeants de certaines associations qui regroupaient les propriétaires de grandes compagnies de construction, et ils ont estimé que les Haïtiens seulement, il y a autour de 200 000 dans différents points du territoire national, côté qu'ils ont participé et dans cette modernité que connaît la République dominicaine à travers d'infrastructures et réellement modernes et urbaines, l'on paraît, et à Santo Domingo Kounyala, eh bien, nous retrouvons nos villes et bon, qui pas envier Porto Rico ou bien pas envier Miami rien. Parce qu'on a des buildings un petit peu partout, on a des routes, des voies de communication terrestre excellentes, et on a un métro. Donc tout ça a été construit avec une participation protagonique des travailleurs et ouvriers haïtiens. Et cette semaine encore, dans le dernier discours que Danilo Medina a fait, il a battu l'estomac, que ça fait 4 mois fermé là, pas de problème de manger, et il est capable encore l'autre 4 mois. Donc, vous estimez que les Haïtiens ont contribué à cette production. Et vous soulignez pour nous, vraiment, l'arrivée dominicaine, il y a gratte-ciel, autoroute. Encore une fois, la construction, Haïti supporter ça en République dominicaine, cette main-d'œuvre qui a des résultats en République dominicaine. En effet, et c'est malheureux pour que nous ne jamais en reconnaissance au plus haut niveau de la République dominicaine et que jusqu'à présent, le discours dominant et qu'il y a autour de ou bien sûr la présence haïtienne dans la République dominicaine, c'est un discours qui toujours voit nous comme on charge pour la République dominicaine. Alors que il n'y a pas qu'à prouver cette question de charge que nous représentons pour eux, vu les apports et les diverses contributions que non seulement la communauté haïtienne a fait, et à travers de cette présence que nous sommes décrits là, incontournable de nos compatriotes, tant dans l'agro-industrie comme dans la construction, mais aussi ce que bénéficie la République dominicaine de ses relations avec Haïti et comme marché important et pour l'écoulement des produits dominicains. Donc ça, on dit que son thème qui était pendant son sorte de défi que lié pour que les dirigeants et dominicains en jouent et finissent par reconnaître la contribution de la communauté haïtienne à la République dominicaine, même gens aux États-Unis ou bien au Canada ou bien en France. Bon, on prend le cas du Canada. Tout récemment, et au début de cette pandémie, le premier ministre canadien était officiellement officiel, petit peu lui on note pour le reconnaître le travail des infirmières et médecins haïtiens face à la Covid. Donc, mais son bagage, je ne sais pas ce que je vais moi-même, mais de toute façon, on a continué le travail au niveau de la Fondation Zilé pour qu'un jour, les dirigeants dominicains assument et reconnaissent publiquement la contribution permanente que la communauté haïtienne a fait à la République dominicaine. Donc, Fondation Zilé, un petit peu après rappeler, son analyse coût-bénéfice, oui, il y a un coup dans le bagage, mais il y a un bénéfice, il y a un bilan, il y a un passif, il y a un actif. Donc, si vous insistez un peu sur le coût avec passif, vous mettez actif là avec bénéfice comporté. Et le travail, c'est extrêmement important pour que vous connaissiez que, attention, oui, vous aidez nous, mais nous bénéficions de ça. Donc, on fait ça là pour nous voir comment la situation est. Maintenant, Edwin Darren connaît que les Haïtiens qui vivent en République dominicaine, parti politique, nous connaissons un PRD, un PRM, un PRSC. Qui voit que si Haïtien a participé dans la politique dominicaine, si vous avez voté, qui tendance, toi parler avec vous, bon, qui va plus pencher, qui est parti où aller? On dit que de façon historique, la communauté haïtienne est toujours liée au PRD, le Parti révolutionnaire dominicain. Alors, lorsqu'on a parlé de PRD, il faut que nous fassions établir différence là pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire politique dominicaine très très bien. PRD est actuellement divisé. D'ailleurs, c'est ça qui devient le PRM, le Parti révolutionnaire moderne.
Mais les grandes figures protagoniques du PRD, c'est eux qui ont formé le PRM, qui actuellement, c'est pas le parti qui est au pouvoir là à partir du 16 août. C'est le parti qui gagne l'élection avec 52,52% des voix valides. Donc, à cause de la présence de Peña Gómez, qui sont dominicains d'origine haïtienne, et un leader politique respecté en République dominicaine, mais avec une projection internationale extraordinaire. Et n'a changé que Peña est arrivé vice-président de l'Internationale socialiste, président de l'Internationale socialiste pour l'Amérique latine, vice-président mondial de l'Internationale socialiste. Donc, son monde qui était une facilité oratoire extraordinaire. D'ailleurs, il est considéré comme le leader charismatique. Alors, le plus haut leader, on va dire comme ça, ou bien le plus respecté leader charismatique que la République dominicaine ait gagné dans toute l'histoire. Et donc, cette présence de Peña comme dominicain d'origine haïtienne est quand même créé un lien avec la communauté. Donc, nous te joignons en pile monde dans les années 70 à 80, eh bien, en pile haïtien, je m'a parlé là de dominicains d'origine haïtienne qui étaient réellement connectés avec le PRD. Et donc, le Peña mouri, nous venons gagner en sorte de changement de modèle politique en République dominicaine et avec en présence de près de 20 ans du PLD, le Parti de la Libération dominicaine au pouvoir. Et ne pas oublier que c'est 3 ans mandat que le président Lionel Fernandez a fait, plus les 2 mandats du président Danilo Medina. Donc, c'est 20 ans que vous au pouvoir. Ils ont arrivé quand même et développer un certain travail politique dans la communauté haïtienne qui fait que nous retrouvons aujourd'hui là avec une sorte d'équilibre entre le PRM, parce que qui était PRD net, communautaire qui était PRD, c'est sûr. On va entre le PRM, le Parti révolutionnaire dominicain, le Parti révolutionnaire moderne, pardon, et le PLD, le Parti de la libération dominicaine. Donc, haïtien, en dehors de ces deux partis, ça oui, en dehors de ces 2 partis, et vous gagnez quand même, pendant les 12 années de Balaguer, et une pratique de bail haïtien document, bail carte électorale pour voter pour le Parti réformiste social chrétien. Donc, ça c'est qu'on le fait. Mais en dehors de ça tout, et nous gagnons un petit parti politique, et c'était non échappé pendant ma parole avec vous là, on y a là pendant la fin interview là. Mais c'est un parti politique qui était réellement cherché vote haïtien, même le pas fait publiquement, mais il y était toujours en présence dans la bataille et pour encourager la participation haïtienne dans la politique dominicaine. Ce qui n'est pas jusqu'à présent obtenu de façon nette et claire. Parce que, à la différence des autres communautés où nous nous retrouvons, comme diaspora, et côté que le politiquement correct, c'est l'intégration des communautés ethniques, tandis qu'en République dominicaine, jusqu'à présent, on dit que le politiquement correct, c'est prendre une distance avec Haïti, prendre une distance avec la communauté haïtienne. Donc, plus politiciens démontré que Haïti a lui-même n'est pas trop la donne, a fait intégration haïtienne dans la société dominicaine, intégration sociale et politique. Il n'a pas trop encouragé ça, donc c'est plus bon pour lui. Ce qui est réellement contradictoire, parce que les partis politiques qui ont un discours jusqu'à un certain point, un discours haineux face à la communauté haïtienne et même face à Haïti, partis politiques ça yo pas jamais arrivé à obtenir même 3% ou bien 4% des votes dans les élections présidentielles et législatives. Donc ça veut dire que discours n'est pas bail fruit sur le plan électoral. Cependant, ces partis-là, ils ont une capacité de nuisance extraordinaire et c'est peut-être ça, les dirigeants politiques, comme par exemple le PLD, le Parti de la Libération dominicaine, j'aime dire, à partir de 1996, ils ont rentré dans l'alliance avec ces secteurs
ouvertement anti-haïtien. Donc, secteur que relève secteur ultranationaliste. Mais à cause justement de l'alliance, ça, eh bien, il y a une politique très contradictoire par rapport à Haïti et par rapport à la communauté haïtienne. Pour le moins, à cette occasion, le PRM, le Parti révolutionnaire moderne, lui-même, il n'a pas gagné aucun type d'engagement, il n'a pas gagné aucun type de compromission avec les secteurs ultranationalistes et nous avons souhaité que l'attitude ça que nous gagnons permette lui, eh bien, lancer, développer un nouveau modèle de gestion de ces relations avec Haïti et avec la communauté haïtienne. Et d'une part, nous remercions pile pour l'analyse sociopolitique. Ça, restez avec nous, on va comprendre nous parce que nous avons connecté à Santo Domingo. Dans la deuxième partie de l'émission, nous prenons le avec tout, professeur Harold Pierre, lui-même qui a parlé des aspects économiques. Là, nous avons fait une émission spéciale pour comprendre la République dominicaine, l'intégration Haïti là-dedans et qui perspective qui peut gagner avec nouveau cycle politique ça pour arriver dans le pays. Ça. Nous proposons à tourner dans quelques instants. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH. Vous entendez parler de l'obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas lâcher pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profin. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profin aujourd'hui même. Contactez-nous placement@groupeprofin.com 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leurs ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Je rappelle que vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1, et le dimanche soir 7h sur Télémétropole et la chaîne 52. Et internautes, toujours une émission ça est disponible n'importe qui le voulait. Nous avons fait un spécial sur la République dominicaine, c'est 3e nous, en moins de 3 mois, puisque nous avons commencé déjà avec Michel Kawa, le correspondant de Radio Métropole, pour nous comprendre un jeu élection a été gagné. Ensuite, nous avons gagné une dame dominicaine qui vient là t'expliquer exactement le résultat de l'élection. Et je dis, nous avons 2 Haïtiens qui vivent l'autre bois et une par raison, nous font gros râler analyse sociopolitique là. Comment que les Haïtiens vivent l'autre bois, intégrer l'autre bois, difficulté que vous gagnez tout. Mais aspect économique là, pas intéresser nous, puisque nous allons gagner avec nous professeur Joseph Harold Pierre, qui étudie, qui vit en République dominicaine, qui peut analyser avec nous aspect économique là.
Professeur Pierre, merci pour répondre à l'invitation. Bonsoir Farel, merci pour l'invitation. Donc c'est tout un plaisir pour nous parler sur situation bien, réalité économique, République dominicaine, dans l'occasion passation pour ça. Donc, l'économie dominicaine quand même été une meilleure par région simplement, en termes de croissance. Donc c'est un tigre de la Caraïbe, il pouvait être enfin pile résultat, malgré que nous voyons que parti qui au pouvoir perdu. Qui est le secret des miracles que les Dominicains sont fait dans la zone en termes de croissance économique? Bon voilà, c'est tout d'abord ouais ça Dominicain gagne comme facteur de production d'un côté, et de l'autre ouais dimension structurelle. On a commencé tout d'abord par ça nous les dimensions structurelles, puis après ça nous parlons de facteur de production, spécialement travail, capital, ou du moins consommation avec capital. République dominicaine, 1978, c'est une année très importante pour comprendre la réalité ça. Parce qu'en 1978, ils ont fait cette date de transition démocratique, ils ont fait ça. Et de façon comme coïncidence, c'est le premier pays en Amérique latine qui fait transition ça, dans la troisième vague de la transition démocratique en Amérique latine, des transitions démocratiques en Amérique latine. À partir de moment ça, ils ont établi un appareil de production. Donc, ils ont pris quelle possibilité qui gagne pour commencer à travailler sous production de formation de capital. Alors qu'avant, c'était consommation, mais qu'on y a là, on commence à penser à formation de capital. Ça, c'est le premier bagage qu'ils ont fait. Quelle structure nous allons le mettre pour gagner formation de capital? Et là, ça, on va commencer à travailler en pile avec des possibilités pour gagner des investissements directs étrangers dans le pays. Donc, ça, c'est le premier bagage pour y comprendre. Et ensuite, malgré le même facteur structurel, malgré la République dominicaine, ils ont commencé la transition démocratique là, c'est pas une démocratie qui est consolidée, mais un travail a été fait. Ils ont toujours empêché de gagner des troubles politiques qui pour élever le risque investisseurs. Donc ça, c'est le deuxième barrage contrôlé qui permet de gagner investissement étranger et qui permet de gagner formation de capital en vitesse assez rapide. On a parlé d'environ 15%, croissance de 15% en moyenne par année, depuis l'année 78 jusqu'à aujourd'hui, en moyenne 15%. Donc, ça montre que vous chita en pile sur question investissement, sur question formation de capital. Et tout naturellement, sans ça, on ne peut pas penser à croissance économique. Ça, c'est facteur structurel. Derrière ça, tout naturellement, il y a une volonté politique, une élite qui a un travail à faire. Maintenant, dans le détail, qui genre République dominicaine arrive à résultat là. Premier bagage que j'ai observé, de 1991-1990 à 2018, premier bagage qui fait en République dominicaine, c'est que c'est ça, Fisher relais consommation intertemporelle, ou bien des décisions intertemporelles. Au lieu que Dominicain t'a consommé seulement, il dit qu'on y est là, nous prenons qui sont capables d'investir pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, nous consommer. C'est ça, c'est décision ça au niveau technique pratique qui peut rendre possible pour joindre la République dominicaine tout investissement gain là, toute formation de capital qu'on gagne dans la construction, dans tout l'autre secteur, dans la chaîne d'hôtels. Donc, vous mettez accent sur ça en pile. Et c'est ça qui peut avoir une croissance de, en moyenne, 5,5% pendant 30 ans ça, et c'est croissance plus élevée dans toute région. Donc, ça, c'est là l'idée de formation de capital là, au chita souli pour avoir des résultats ça. Alors que, dans les années 90, yo chita surtout sous formation de capital. À partir de l'année 2000, il y a un changement qui va commencer à faire. Il va commencer à penser à secteur service. Parce qu'actuellement, plus que 2/3 PIB dominicain chita sous service. Donc, il va commencer à faire changement ça. Naturellement, pour service, on a besoin de formation de capital, mais on n'a pas besoin de ça seulement. On a besoin, par exemple, main-d'œuvre. Donc, il a commencé à penser à secteur service. Dans le secteur service, qui ça va le faire? Et c'est ça que je toujours proposé en Haïti, si on pense au développement pays d'Haïti, c'est sûr que certaines Républiques dominicaines ont un niveau d'éducation en moyenne beaucoup plus élevé qu'en Haïti, mais tout y a gagné une main-d'œuvre qui n'a pas gagné une formation assez avancée.
même si au bas de l'échelle, il y a une série de travail, c'est Haïtien qui a fait, mais dans la zone franche, ce n'est pas surtout Haïtien, ou je ne sais surtout Dominicain. Donc, les gens qui ont un niveau de formation pas gagné, mais l'État dominicain lui permet, dans l'industrie, ou jeune monde main-d'œuvre qui est employé, qui pourra contribuer, comme son main-d'œuvre à bon marché, qui pourra contribuer à la croissance économique de la République dominicaine. On pourra joindre un autre secteur, tant que le tourisme, que on pourra mettre en pile accent sur lui. Si bien que actuellement, entre 20 à 25% PIB dominicain, l'année dernière, en 2019, c'était 88 milliards de dollars. Donc, entre 20 à 25% de sortie dans le tourisme. Donc, ils mettent en pile accent sur ça. Donc, en résumé, miracle dominicain, de façon structurelle, il sorti non décision République dominicaine prend depuis la transition démocratique 1978 pour contrôler tout trouble politique qui a empêché les investisseurs étrangers de venir. Deuxièmement, il dit nous allons faire une décision intertemporelle au lieu que nous consommer, nous allons voir si nous sommes capables d'investir pour créer la formation de capital. Ça c'est. Donc, vous avez dit une réflexion stratégique qui fait tout ça. C'est bon chance que le tombe comme ça. Pas du tout, non, pas ta chance. Si vous analysez Kounia là, Dominique, que moi-même je travaille dans le document ça, Dominique a gagné un plan national, une stratégie nationale de développement vers 2030. Il a gagné tout un projet. Et dans ce projet ça, il a gagné par exemple le tourisme qui est une priorité. Danilo a un objectif. Pour en 2021 là, vous avez 10 millions pour gagner pour chaque Dominicain un touriste. C'était l'objectif là ça. Malheureusement, il n'a pas atteint l'objectif là. Mais presque année ça, si ce n'est pas Corona qui vient de tourner en outlier, il est arrivé à 8 millions. Donc en fait, il est presque arrivé à 10 millions. Parce qu'on y a là la 7,5. Mais il pas raison, c'est attirer l'attention sur comment que changement structurel ça, les Haïtiens également, est-ce que dans l'étude qu'on fait, nous avons qui bénéfice gagnent et qui ça apporté par Dominicain, que dans la construction, que dans le secteur agricole là. Donc là, cette main-d'œuvre, toujours bon marché quand même, mais qui ça apporté par Dominicain? Sans pas gagner certainement un modèle généralisé, mais dans l'économie dominicaine, si ce n'est pas la main-d'œuvre haïtienne, croissance qui gagne, pas gagner, c'est sûr. Parce que les gens qui fait travail, l'immense majorité des Haïtiens en République dominicaine, ils sont irréguliers. Et l'irrégulier est beaucoup plus fragile. Bon, on a parlé de, après sentence aux décisions du tribunal constitutionnel 2013 là, donc il y a une équipe de monde qui vient régulariser qu'on y a un statut régulier. Mais avant, ce n'est pas comme ça. Donc, situation ça, les gens irréguliers, ils sont plus bons pour entrepreneurs dominicains. Parce que les ça, ils sont plus capables de manipuler. L'homme d'affaires sans conscience capable de exactement, il est capable de baller un salaire qui est beaucoup plus faible. Donc là, ça, comme quoi, il vient moindre, donc il est plus bon, et ça contribue davantage à la croissance économique pays. Donc ça veut dire que situation haïtienne, que irrégulier, en quelque sorte, il bon tout pour croissance économique pays. Bon, l'autre problème, au niveau de l'inclusion sociale, ça sont l'autre sujet. Ouais. Mais sans haïtien, croissance rapide Dominique au gain, miracle que la République dominicaine représente en Amérique latine du point de vue économique, il n'y a pas de gagner. Mais qu'on y a là, question posée. Développer l'aspect social là, et comme Edwin, informalité, ça vient coûter haïtien très cher et il faut garder des relations migratoires qui ont fait les ça, je vais l'expliquer tout à l'heure, puisque Dominique aide des paquets de monde qui travaillent formel dans la solidarité, tout programme que vous gagnez, bon haïtien même qui est informel, c'est eux qui viennent nous traverser les frontières pendant la crise là? Oui, bon, en effet, pendant la pandémie, et pandémie a frappé des secteurs névralgiques de l'économie dominicaine, et le secteur du tourisme, par exemple. En particulier. Et dans le secteur tourisme, là, et où gagner dans la chaîne de services secteur tourisme, où il y a différents niveaux et des Haïtiens qui travaillent. Non seulement au niveau dans la construction des hôtels, mais où ils joignent tout. Et dans l'hôtel, même, où il y a des Haïtiens qui travaillent, où il y a des Haïtiens qui travaillent comme mototaxi. Et alors, c'est dans toute chaîne de services touristiques. Donc, d'un autre côté, où il y a des Haïtiens qui sont dans l'informel,
et qui est affecté par la pandémie, hein, et surtout là, on a parlé de vendeurs de cartes téléphoniques, on a parlé de vendeurs de crème glacée qui dans la rue. Hein. Donc, en pile entreprise, ça, yo pratiquement, soit que vous fait faillite, ou bien soit que vous réduit personnel. Donc, ça vient provoquer ce départ massif de nos compatriotes et qui est estimé à plus de 110 à 115 000 personnes qui quittaient la République dominicaine depuis le 17 mars jusqu'à ce 25. Donc plus de 100 000 personnes en confinement dominicain à traverser Vinjouen. Donc c'est pratiquement un cinquième. C'est plus de 110 000 personnes. Parce que l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, il y a un programme qui aurait les DTM, qui sont programmes de monitoring des mouvements à la frontière. Donc, c'est des mouvements, non seulement dans les points frontaliers officiels, parce qu'il y a 4 points de passage officiels que tout le monde connaît déjà, mais il y a d'autres points qu'il y a des gens qui arrivaient jusqu'à 80 points non officiels de passage. Donc, une observation permanente qu'a faite, particulièrement des points officiels, et qui baille que plus passer 110 000 personnes, eh bien, quitter la République dominicaine, ils retourner pour le moins temporairement en Haïti. Parce que ce n'est pas qu'Haïti offre au mieux. D'ailleurs, ils ont quitté Haïti justement parce qu'il n'y a pas de cas subvenu à besoin primaire. Donc, mais là. Une dynamique socio-économique qui est très très forte là. Et maintenant, professeur Pierre, ou même là, comment est choc ça que Dominicain saute par là? Combien de temps là prend? Parce que c'est pour la première fois depuis des années que Dominicain va entrer dans la zone rouge, à savoir croissance négative. Et comment reprise ça va le faire? Et comment 110 000 Haïtiens sont capables de retourner encore, d'entrer, sortir, ça cap fait sous frontière là? Ok. Tout d'abord, le second aspect qui est intéressant dans la première question, c'est qui apport Haïtiens ou bien les Dominicains fait à Haïtiens les l'autre bord. Je pense que gagner un discours pour moi qui est très peu rationnel, c'est là nous dit alors on dit croissance économique là, c'est grâce pour une large part à Haïtiens, mais fort souvent, c'est à qu'on nous dit, nous allons aider la République dominicaine. Mais ce discours ça n'est pas approprié. Nous ne parlons pas aider les Dominicains du tout. Parce que aller aider, c'est un choix. C'est un choix de faire dans la République dominicaine. C'est condition de la vie qui fait Haïtien à la République dominicaine. Donc, malgré tout, conditions haïtiennes qui vivent en République dominicaine, du point de vue économique et même social, est beaucoup mieux que ça qui vivent en Haïti. D'ailleurs, si ce n'est pas de ça, malgré toute situation difficile qu'ils ont gagné, ils ont entré en Haïti. Ils n'ont pas entré pour qui ça, c'est parce que le plus bon pour eux en République dominicaine. Mais c'est ça son aspect qui est très, très, très important pour nous comprendre. Malgré tout, conditions plus bon parce que, à cause du développement de la République dominicaine, ils ont bénéficié de structures sociales et politiques, économiques qui sont dans le pays. Pour nous comprendre, ce n'est pas aider à l'aider du tout, sinon que ces conditions de la vie qui viennent traverser les frontières, et puis bon, voilà, nous bénéficier de développement pays. C'est réellement un rapport de marché. Donc, combien d'œuvres à bon marché que nous offrions, et puis même nous bénéficier en quelque sorte de développement de la pays. Donc, nous devons souligner pour ça. Mais question on dit, c'est qui j'aime penser choc ça, bon, pour elle, du point de vue politique, changement qui fait là, changement de gouvernement, et du point de vue économique. Du point de vue politique, je pense que la République dominicaine, plus grosse faiblesse institutionnelle, c'est la corruption. C'est ça, plus grosse faiblesse République dominicaine actuellement, c'est la corruption. Abinader baille un signe très clair que l'IPRA lutter contre la corruption. Parce que tout le monde qui nommé, non seulement c'est des gens qualifiés, solides, mais tous ces gens société baille garantie comme monde sérieux, honnête. Au cas prend Sierra Hatton, au cas prend Rochi Vicente, au cas prend Ito Bisono. Bon, 3 ministres là, finance, économie et industrie, c'est des gens que la société a connu comme monde honnête. Donc ça veut dire que si ça a montre qu'il voulait lutter contre la corruption. Donc, ça fait que, je pense que le gouvernement Abinader, là, m'a passé penser, en général dans l'Amérique latine, type de changement ça en moyenne qu'on fait 20-25 ans. Je pense que le gouvernement PRM, si il y a même si ça, il a fait plus que 25 ans. Donc ça veut dire que tu as une possibilité pour le gouvernement PRM, pour le régime ça, si vous avez pour faire plus que 25 ans, ça veut dire que pour dépasser moyenne PLDA. Donc ça c'est Ceteris paribus si toutes conditions auraient été comme ça.
Mais après Abinader, par contre, qui laisse monter. Mais si vous avez une ligne là, vous avez dépassé période PLDA qui était environ 20 ans. Donc, c'est ça important. Qu'on y est là. Et ça, lutte contre la corruption, ça après rendre beaucoup plus possible pour la République dominicaine gagner accès plus facile à un taux beaucoup plus bas sur les marchés des capitaux internationaux. Donc ça veut dire que vous pouvez prêter comme parce qu'il y a bien moins de risques à un taux qui est plus bas et ça peut aider l'économie à aller plus rapide pour gagner même une croissance qui est plus élevée. Maintenant, ça ne pas cette croissance négative qui a gagné, parce que Corona sont outlier, dans le sens que son cas particulier qui fait que l'économie a chuté sur le tourisme une très large part, le tourisme n'a pas fonctionné comme il y a là, et puis l'économie est censée bloquer pendant toute période ça, qui fait que le ballon croissance négative. Il y a eu une expérience en 2003 à cause de une faillite bancaire, une crise bancaire qui était gagnée sous le gouvernement Hippolito. Donc, il y a eu une croissance négative. Mais il y a eu repris rapide, bien rapide. Donc ça veut dire que je pense que Corona ne va pas l'affecter en pile République dominicaine, année ça, tant que tout le pays a une croissance négative. Mais à partir de 2021, avec si Abinader Bailayo, je pense que l'économie l'a gets back on path, l'a tourné sur route. Donc je ne pense pas que ça va affecter. Tout au contraire, je pense que y a une croissance beaucoup plus élevée avec si Abinader de lutte contre la corruption. Nous avons sur le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, Rendez-vous économique, une émission spéciale sur la République dominicaine avec deux experts qui vivent le pays, comprennent le pays et qui comprennent l'intégration haïtienne en République dominicaine. Nous proposons pendant quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Samé, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH. On entendait parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour pipiti 50 000 gouttes, ou mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos marchés. D'ailleurs, c'est renouvelé, l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Vous avez dans toute banque, à toute coopérative qui est dans la fédération, et dans l'autre institution financière. Eh bien, à obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin pas les Carole, malé. Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Vous avez 1000 raisons pour investir. Vos enfants, votre retraite, pour les imprévus, pour gagner plus d'argent. Mais pour bien investir, il vous faut les bons produits et la bonne équipe. En Haïti, une seule référence, Profine. Commencez à investir à partir de 1 000 $ ou l'équivalent en gourde. Ouvrez votre compte de placement Profine aujourd'hui même. Contactez-nous, placement@groupeprofine.com, 28 11 91 91 ou 28 11 92 92. Les campés bas côté, la téléphone était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans mode, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank.
Voilà, vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Et cette mission est disponible sur Internet, nous sommes capables de regarder n'importe qui lundi. Donc, nous faisons spécial ça sur la République dominicaine qui, année ça, nous sommes capables de faire l'histoire en Amérique latine façon à faire transition. Et nous avons deux experts qui ont expliqué comment que peut-être 3 décennies, ou parti bien public, ça les stabilités macroéconomiques, toute facilité ça qui est. Nous avons avec nous une Paris qui est Santo Domingo et le studio avec nous, c'est Harold Pierre. On fait arriver Santo Domingo, puisque nous, dans la dernière partie de l'émission, nous allons regarder les perspectives et tout. Mais avant d'arriver dans la perspective là, il y a des chiffres là au temps de la Halloween, 88 milliards de dollars de PIB. Bon, nous-mêmes, ça paye 8 milliards gagnés, donc ouais, ça va pas difficile, ou pas besoin d'économistes pour faire une multiplication, ça c'est arithmétique n'a fait. Est-ce que si on fait 88 divisé par 10, là, à peu près 8 millions de dollars de revenus per capita, est-ce que Haïtiens, tout est relatif bien sûr, plus beau que j'ai été en Haïti, mais est-ce que vous sentez inégalité sociale là tellement fort que Haïtiens n'ont pas arrivé à bénéficier réellement, même les Dominicains, de man ça qui sont tombés sur eux là, croissance ça qui est bon. Comment Haïtiens eux même retrouver dans tout état ça? Bon, et on dit que l'immigrant, dans quel soit pays qui est capable d'analyser la situation d'un immigrant, eh bien, nous toujours retrouvons nos immigrants dans les échelons les plus bas dans la société et côté nous hier. Donc, c'est la même chose pour les Haïtiens qui se retrouvent en République dominicaine. Cependant, et je crois que Carole t'a souligné là déjà, et bon changement qui fait dans la vie immigrant et leur sortie d'un pays avec des conditions de vie moins élevées que le pays côté la l'État. Donc ça c'est clair. Et donc là, et par rapport aux Haïtiens qui vivent en République dominicaine, nous gagnons d'un côté. Et nous avons parlé de cette classe moyenne haïtienne et de jeunes professionnels qui ont évolué en République dominicaine et qui décident d'arrêter parce que le retour vers Haïti pas trop certain en ce qui a trait à leur réinsertion professionnelle et sociale. Donc, ils auront possibilité de travail puis de rester la République dominicaine. Mais deuxièmement, vous venez même des jeunes haïtiens qui lançaient des activités entrepreneuriales ou bien des activités lucratives qui permettent de faire l'argent de côté EIA. Donc, il a évolué de façon positive dans la société dominicaine. Donc, on y a. Et en ce qui a trait à certains programmes que le gouvernement dominicain même gagné, donc l'accès à des programmes de crédit, l'accès à certains programmes d'assistance sociale, des fois comme difficile par le fait que, et nous soulignons déjà là dans le programme, là, une bonne partie de nos compatriotes ont retrouvé en situation irrégulière. Même là, ils ont arrivé à participer dans ce fameux plan de régularisation qui était fait en 2014-2015. Mais cependant, et Jean que nous-mêmes nous avons toujours dit dès le début de ce plan, plan malheureusement, eh bien, il n'est pas arrivé à couvrir toute la population migrante haïtienne. Donc c'est 208 000 personnes qui étaient participées dans le plan A, et jusqu'à présent, sur ces 208 000 personnes, et pour gagner en 10% qui arrivaient à obtenir la résidence définitive. Résidence permanente. 700 personnes qui ont une naturalisation semaine ça. 700 personnes qui ont une naturalisation. Les 700 personnes qui ont une naturalisation semaine ça avant Danilo Aléa. Ils vont entrer là-dedans, ça s'allie, parole ça. Et bon, là, et thème ça d'ailleurs, son thème hautement politique. Et il y a un background politique. Et 750 personnes ils ont sorti de ce fameux arrêt 168-13 de septembre 2013, côté que le tribunal constitutionnel là, il était dénationalisé des milliers de personnes qui étaient faites en République dominicaine de 1929 jusqu'à 2010. Il était considéré que Mounsayo était enregistré de façon irrégulière dans l'état civil, dans le registre civil dominicain. Donc, vu les répercussions internationales que le dossier Sadevine gagnait, le président sortant Danilo Medina, monsieur a cherché une façon pour que lui résoudre partiellement le problème. Donc, monsieur Tevin fait voter une loi, c'est la loi 169-14, qui, d'un côté, reconnaît tout le monde qui a gagné un document dominicain déjà dans la main. D'ailleurs,
Danilo est allé assez loin, quoique c'est une situation politiquement difficile pour lui. Monsieur te recevoir une commission des personnes affectées par l'arrêt 168-13. Et là, monsieur était devant Mounsayo, parmi lesquels 11 amis, tant que Antonio Polémil, du Centre culturel dominico-haïtien, ou bien tant que Anna Beliquet, de Reconocido Punto ORG. Donc là, monsieur recevoir Mounsayo, monsieur dit devant et d'autres fonctionnaires dominicains, que l'Iouana Mounsayo d'être dominicain, même avec lui, que Mounsayo a dit que n'est pas dominicain, lui-même présenté excuse dans le moment ça. Okay. Alors, l'idée reconnaître, l'idée diviser la communauté en deux groupes. Groupe A, ces personnes qui étaient déjà en possession de documents dominicains, donc ils valident les documents. Groupe B, groupe B a été divisé en deux sous-groupes. Et c'est des personnes qui portent programme quel document dominicain, donc c'était des dominicains sans papier dans leur propre pays, et c'est bon l'autre groupe c'est des gens qui arrivent à obtenir un document dominicain, mais qui étaient vices de forme. Et que Mounsayo, définitivement, l'État dominicain n'a pas trop connaître. Donc, ils ont été voyés à passer par la naturalisation. Donc, c'est ce que M. Sos fait là. Donc, il reconnaît 750 personnes qui étaient des Dominicains, qui partent, ou bien des Dominicains d'origine haïtienne, qui étaient déclarés de façon, selon l'État dominicain, de façon irrégulière. Donc, ils reconnaissent définitivement Mounsayo, mais ils viennent des Dominicains naturalisés. De toute façon, nous autres de la société civile, nous continuons à gagner des réserves sous solution 1, parce que sont solutions qui quand même affectent certains droits constitutionnels que Mounsayo a gagné. De toute façon, il est clair qu'il y avait une volonté politique de la part du président sortant Danilo Benedina pour porter une solution à problème. Ok. Nous avons une nouvelle ère qu'on y a là. Entrer dans la perspective pour finir l'émission. Pour nous garder exactement l'ère Abinader. Monsieur a déjà annoncé la couleur que lui-même, il voulait travailler avec Haïti, il voulait de nouvelles relations commerciales, mais à chaque fois, point que il attire l'attention, aspect migratoire là. Il ne va jamais mettre aspect migratoire là. Oui, commerce, mais aspect migratoire là. Quelle perspective nous sommes capables de voir la nouvelle ère ça? Comment Haïti est capable de bénéficier au niveau du marché? Comment nous pensons que Haïti est capable vraiment de nouvelles relations, puisque nous disons que les Haïtiens qui vivent l'autre bois, classe moyenne dans l'autre bois, comment nous sommes capables de mieux gérer 2020-2030 dans cette nouvelle ère République dominicaine? Bon, tout d'abord, je pense que question migratoire là, toujours là en background parce que rapport entre Haïti et la République dominicaine, c'est un rapport qui a expliqué à partir de théorie internationale. Chaque pays défend propre intérêt. Abinader est capable de développer bon rapport avec Haïti. Je crois que tout le monde veut développer des bons rapports avec Haïti, surtout que l'équipe ça, il a une tendance économique beaucoup plus poussée que l'équipe qui se passe là. Donc, il est là pour défendre l'intérêt. Et le rapport commercial entre Haïti avec la République dominicaine est très, très, très important pour les Dominicains et surtout pour les entrepreneurs moyens. Donc, qui, tout naturellement, beaucoup plus que les grands entrepreneurs. Donc, eux-mêmes, moun sa yo capable d'influencer même dans la question d'élection, etc. Donc, ça veut dire que Abinader a fait tout effort pour gérer les relations avec Haïti, surtout du point de vue commercial. Question migratoire là, tout d'abord, je pense que Haïti gagne un accompagnement pour lui offrir Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Ça, c'est un. Problème, c'est à gérer à la source. Même quoi, parce que nous n'avons pas un discours populiste, Haïti n'a pas qu'à gérer à la source. Dans 5 ans qui viennent là, question migratoire là. Ça veut dire que pas une façon qu'à empêcher les Haïtiens dans 5 ans qui viennent là à la République dominicaine. Ce qui est simple pour faire, c'est au niveau de développement qui est capable d'encourager les Haïtiens à arrêter. Mais nous ne pouvons pas atteindre ce niveau ça. Il est clair que nous ne pouvons pas atteindre. Ça veut dire que c'est qui gens nous capables d'accompagner Haïtiens qui peuvent aller en République dominicaine. Par exemple, faire rejoindre des documents, passeport, etc. On connaît qui difficulté le capable de prendre en Haïti pour au monde qui a un passeport. Et là, aller en République dominicaine dans l'ambassade, là, c'est encore beaucoup plus compliqué.
Donc, qui gens nous capables d'accompagner Haïtiens ça yo, non seulement au niveau de la documentation, mais aussi l'État haïtien, parce que le gouvernement ça, il n'est pas un gouvernement hostile, pas du tout à Haïtiens qui vivent en République dominicaine, qui gens l'État haïtien à travers l'ambassade là, à travers le consulat, capable d'accompagner la communauté haïtienne non, à travers des programmes qui permettent de mieux intégrer dans la société. Je pense que les types de travail ça fait, donc ils sont capables de haïtiens, ça va prendre temps parce que c'est une question culturelle, mais ils sont capables graduellement commencer à voir haïtiens de l'autre façon. Donc, je pense que c'est là pour nous commencer le travail, parce que la question migratoire là tout, li aller au-delà réellement de question migratoire. C'est une question culturelle. Jean dominicain ouais tête li et Jean li ouais tête li à travers haïtien. Gagnons approche tout à l'heure, Edwin t'a fait. Je pense que c'est là fort souvent Jean haïtien ouais rapport yo qu'on faussé. Si vous regardez relation haïtienne dominicaine dans miroir migrants qui vivent aux États-Unis, ou bien qui vivent au Royaume-Uni, ou bien qui vivent en France, la question analyse à faussé. Pour qui ça? États-Unis, la France, le Royaume-Uni, ils sont des leaders mondiaux. Ils ont pour gérer l'image dans toutes dimensions. République dominicaine, pas d'influence absolument rien du point de vue économique, encore moins du point de vue politique en Amérique latine. Donc, ça qui intéresse la République dominicaine, et ceci est vrai pour tous les pays de l'Amérique latine, ça qui intéresse ces pays, c'est avant tout la croissance économique. Dimension, ça me les civilité, ou entre guillemets, morale, sociale par rapport à migrants, il n'y a pas gagné aucun incitatif pour le faire. Parce que c'est si ça affecté du point de vue économique. Je pense que la plus grande décision que la République dominicaine prend par rapport à Haïti dans la question migratoire, là, c'est la décision tribunal constitutionnel là, en 2013, septembre 2013. Mais ça n'a pas affecté la République dominicaine absolument rien du tout du point de vue économique. D'ailleurs, ils ont pensé que ça a découragé les touristes à entrer dans le pays. Mais en réalité, pour très peu de temps, ça est capable de décourager quelques touristes. Mais le regard des chiffres, 2012-2013, c'était croissance dans le secteur touristique là. Donc cela veut dire que question migratoire là, pas well dans le miroir pays développés, parce que ce n'est pas la même réalité du tout, c'est ouais qui gens nous capables mieux accompagner Haïtiens pour être capables mieux intégrer le pays. Donc c'est la dimension ça. Mais alors, je vais demander Edwin lui-même, puisqu'on se bat opinion sur le nouveau gouvernement. Edwin, comment est la situation? Est-ce que le nouveau gouvernement ça là bon pour les relations haïtiano-dominicaines? Est-ce que les Haïtiens Claude Boy content des changements? Qui sont comme espoir, comme perspective ce nouveau gouvernement? Bon, on dit que bon cassure qui doit être faite là, on cassure avec cet ancien modèle contradictoire de gestion des relations avec Haïti. Pas oublier que moi j'ai souligné qu'en 96, tu as gagné une alliance même contre nature entre Bosch et Balaguer et pour barrer la route à Peña Gomez. Et depuis lors, les ultranationalistes anti-haïtiens, eh bien, ils ont pratiquement au pouvoir et ils ont pratiquement imposé un discours haineux, un discours dénigrant par rapport à Haïti. Et c'est ça qui a créé des contradictions profondes dans la politique officielle face à Haïti, la politique officielle dominicaine face à Haïti. Ou bien dire que Bosch Balaguer fait une entente contre les Haïtiens? Pardon? Pardon, contre Peña Gomez, à savoir Bosch Balaguer te font entente contre Peña Gomez? One Bosch qui va imaginer en Haïti, ça veut dire. Donc, alors, ça que ça me devait expliquer, c'est que malheureusement, pour la bonne santé des relations entre les deux pays, nous venons gagner dans le discours officiel dominicain deux voix. En premier niveau, le président dominicain qui toujours a un discours plus ou moins correct par rapport à Haïti, et non deuxième niveau, où gagner de hauts fonctionnaires de l'État, soit des ministres, soit des sénateurs, soit des députés, soit des dirigeants politiques alliés au parti officiel, qui eux-mêmes ont maintenu un discours dénigrant, un discours de haine
et face à Haïti et face à la communauté haïtienne. Donc, heureusement pour nous, qu'en cette occasion, pas de gagner aucune alliance. Ça veut dire que le PRM pas doué secteur nationaliste en rien. Donc, pas grand quel type de compromission. Donc, nous espérons que les dirigeants du PRM, le président et Luis Abinader, est bien capable de sauter sur l'occasion et en dit provoquer un changement de modèle dans la gestion de nos relations. Cependant, il faudra que de l'autre côté, du côté haïtien, nous gagnions une diplomatie proactive. Nous avons une diplomatie qui lui-même, eh bien, voit que l'occasion, les bons pour Haïti, en fait ça nous doit faire pour aider les actuels, les prochains tenants du pouvoir à partir de dimanche, et à faire ce changement qu'il faut, et pour la bonne convivialité, pour renforcer la coopération entre Haïti et la République dominicaine. On a fini là, Harold, et qui sont où même. Et c'est une rare élection, et lui est capable de corroborer ça, que moi, que nationaliste anti-haïtien pas aussi fort. Et une seule fois analyse qui est très intéressante là, qui dit que ou pas senti que vous doué groupe nationaliste sur grand chose, même genre que Léonel Fernandez quand fait entendre avec Negio, nous ne pouvons pas rentrer dans tout détail ça, mais pour nous finir qui sont ouais, qui perspective positive que nous sommes capables de tirer de ce gouvernement d'Abinader. Tout d'abord, équipe la c'est que soit analyser la société dominicaine, il y a des aspects qui sont très définis. C'est à comment en Haïti, à cause de l'indépendance, le nationalisme haïtien, son dimension fondamentale pour analyser le pays d'Haïti. Et au pas pour ça, il est aussi fort dans l'autre pays américain. C'est le même genre. En République dominicaine, il y a des dimensions qui sont très bien définies. Le nationalisme anti-haïtien, d'un côté, le développement économique, de l'autre côté, l'intégration à l'Amérique latine, à l'Amérique centrale spécialement, c'est des dimensions qui travaillent sur eux. Dans la question relation haïtienne et dominicaine qui j'en peux lier avec nos gouvernements, ça. Mon premier aspect, Abinader, ensemble avec secteur entrepreneurial République dominicaine, il arrive à comprendre que le nationalisme anti-haïtien, son seul barrage, il fait, il trouble le rapport commercial. Donc, messieurs Sahayo, messieurs dames Sahayo, ils ne peuvent pas entrer dans la même logique ça du tout. Donc, ils peuvent éviter tout élément, tout discours qui est capable de poser crise politique, crise migratoire, qui empêche le commerce là. Donc, on passe là, on est capable de lire à partir clavier commercial, qui fait que la relation va améliorer. Ça, c'est un. De notre côté, tant que Ebin dit là, pas gagner une alliance avec secteur très nationaliste en République dominicaine. Monsieur FNP, ou pas gagner type de alliance ça encore. Et pas tap gagner. Pour qui ça pas tap gagner? Position au monde tant que Fernandez ou bien tant que Léonel Fernandez spécialement, qui gagne une vision de la République dominicaine par rapport à Haïti que Abinader pas gagné. Et peut-être est-ce que c'est parce qu'Abinader d'origine de migrants? Peut-être, je ne connais pas. Mais ça qui est important, pas bien même rapport ça du tout. Et je pense que le clé pour analyser, c'est clé commerciale. Qui gens Haïti capable de bénéficier de ça? C'est pour Haïti bénéficier de ça. Un travail fondamental qui peut faire, c'est ouais qui gens nous capable d'accompagner la communauté haïtienne en République dominicaine. Ça, c'est pour question migratoire. Pour question économique, je pense que le moment arrivé pour Haïti positionner. C'est sûr et certain. Nous n'avons pas une économie aussi développée que la République dominicaine, mais nous avons des produits nous capables de découler sur le marché dominicain. Donc, est-ce que nous avons une équipe solide avec des experts sérieux qui comprennent les questions économiques, qui comprennent les questions relations internationales pour positionner Haïti? Un exemple simple. La République dominicaine, dans l'année 2017, il y a une décision du gouvernement Danilo à prendre. Pour les gens qui travaillent dans la diplomatie, il faut qu'on maîtrise l'anglais, il faut qu'on maîtrise les questions économiques, il faut qu'on maîtrise les questions marketing, parce que vous arrivez à comprendre l'importance de la question. Donc, dans la question pays d'Haïti, nous n'avons pas besoin de ça seulement, parce que nous n'avons pas le même niveau avec eux. Bon, l'autre barrière pour nous maîtriser. Est-ce que nous maîtrisons la question de la capacité culturelle, dimension anthropologique? Parce que ça est fondamental pour nous saisir les relations haïtiennes et dominicaines. Donc, je pense que c'est une équipe solide qui peut profiter de
stabilité ça peut gagner dans rapport Haïti avec République dominicaine et ouais qui gens nous capables profiter de commerce haïtien et dominicain pour aider le développement du pays d'Haïti. Parce que là, c'est une belle occasion pour nous faire ça. C'est sûr. Je vous ai parlé, Pierre, nous remercions. Edwin, par exemple, nous t'ai parlé déjà et nous présentons au compliment le fait que nous t'ai fait une grande ouverture. L'élection dominicaine d'année, ça Haïti couvrir ou même avec médias comme Fondation Zile. Je pense qu'il faut continuer à faire débat ça dans la presse, dans les médias en général, les réseaux sociaux, pour nous changer tendance qui gagne. Parce que la Fondation Zile, c'est ça que tu as vraiment gros objectif. On va faire un jour pour t'avoir que il là, nous travaillons mieux là-dedans. Nous remercions pour tout le travail qu'on fait et présence sur l'émission. Mais certainement, nous avons pris en contact parce qu'il faut continuer à faire débat pour nous capables de bénéficier de tout jeune haïtien, ça classe moyenne, ça Claude Boa, qui ont l'autre approche. Ce n'est pas peut-être le même groupe qui n'était pas de cas défendre tête aujourd'hui, il y a besoin de tout. Donc, réflexion, ça va continuer. Merci Edwin. Avec plaisir. D'accord. Voilà. Merci bien. Voilà, c'était bien le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Ciao, à la semaine prochaine.